Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Isaac, bonsoir à tous nos amis auditeurs. Nous reprenons ce soir pour l'avant-dernière réunion émission de la saison, Chercher l'erreur. Et je crois que nous allons commencer avec une actualité tout à fait brûlante. Je veux parler de la venue de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, en Israël, après être allé en Égypte, au Caire, en Jordanie, à Ramallah, et voilà donc que le ministre français des Affaires étrangères est venu pour tenter d'expliquer le plan de paix qu'il prétend imposer, présenter aux Nations Unies, et essayer de recueillir un petit peu les réactions des différents interlocuteurs. Alors, l'accueil a déjà été plutôt tiède, on doit dire, même s'il a retenu des oreilles attentives en Égypte, en Jordanie et à Ramallah, et encore, c'est une vue, je dirais, un peu euphorique. Il est clair qu'à Jérusalem, l'accueil a été beaucoup moins sympathique. Et avant même son arrivée, le Premier ministre Bibi Netanyahou avait dit clairement que Israël refusera tout diktat international, je cite, diktat international. C'est-à-dire que Israël refuse toute tentative de l'extérieur, notamment de la communauté internationale, de se voir imposer un plan qui ne tienne pas en considération les besoins d'Israël en matière de sécurité principalement. Bibi Netanyahou a dit que dans les propositions internationales qui sont avancées, et je cite, qu'on essaye en fait de nous imposer, il n'est fait aucune référence véritable aux besoins d'Israël en termes de sécurité ni à nos autres intérêts nationaux. Je poursuis la citation. Ils essayent juste de nous pousser à accepter des frontières indéfendables en ignorant totalement ce qui se passerait de l'autre côté de la frontière. Il a dit, cela produira les mêmes résultats que nous avons vus et ressentis dans notre chair avec la bande de Gaza et le Liban. Nous ne le permettrons pas. Alors, la tournée engagée au Proche-Orient par Laurent Fabius, qui a recueilli, je dirais, un avis plus positif de la part du maréchal Al-Sisi en Égypte et de Mahmoud Abbas à Ramallah, s'est donc heurté à une espèce de fin de non-recevoir, étant bien entendu qu'il n'y a pas eu de choc frontal, mais que les positions ont été marquées. C'est ce que l'on appelle un débat franc et massif. Et de cette façon, les intérêts essentiels d'Israël ont été défendus par Bibi Netanyahou, qui estime que la proposition française ne conduit à rien. On peut comprendre que les Français, devant le vide créé par l'échec des initiatives américaines, des initiatives de John Kerry, ont voulu reprendre la main, remarcher un petit peu dans le précaré américain, qui était comme tel jusqu'à maintenant. Les Américains tenaient un petit peu la conduite des affaires d'un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et la France a voulu profiter de ce vide, de cette opportunité. Et Fabius a notamment déclaré que Washington pourrait réévaluer sa position de soutien indéfectible à Israël à l'ONU, et que c'était là, je cite, une ouverture inédite qu'il faut exploiter. Donc les Français ont foncé dans la brèche pour s'intercaler et prendre un petit peu la maîtrise d'un nouveau processus qu'ils souhaitent imposer au sein de l'ONU. Voilà, en quelques mots, la présentation de ce voyage. Nous allons y revenir avec vous, Isaac, plus en détail immédiatement. Oui, en fait, la déclaration faite par le président des États-Unis au lendemain ou au surlendemain du résultat des élections israéliennes en mars dernier, lorsque le président avait dit que les États-Unis pourraient réévaluer leur politique de soutien diplomatique à Israël, était un feu vert
donné à la résolution française, d'aller de l'avant, en tout cas, pour mettre la pression sur Israël. De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit dans la résolution française d'internationaliser le conflit, qui est en réalité l'ambition des Palestiniens, puisque dans les négociations bilatérales, ils ont compris qu'ils n'auraient jamais gain de cause et ne convaincraient jamais les Israéliens de l'impératif besoin qu'ils auraient de se suicider pour faire droit à l'émergence d'un État palestinien. Et donc, ils cherchent à internationaliser le conflit. Et la résolution française, ou le projet de résolution française, va dans ce sens. Il accompagne cette ambition palestinienne d'internationaliser le conflit et de lui apporter surtout une solution internationale. Ce que, naturellement, Israël refuse, puisque Israël se base sur les accords signés par les Israéliens et les Palestiniens en 93 et en 95, Oslo I et Oslo II, les fameux accords intérimaires, qui disent qu'il ne pourra y avoir d'émergence d'État palestinien qu'au travers de négociations bilatérales, et que la seule voie qui conduira à l'accomplissement de cette solution de 2 États pour 2 peuples, eh bien, ce sera de donner un État aux Palestiniens après qu'ils auront fait la paix avec Israël et non avant. Et qu'il ne peut être question, toujours eu égard à ces accords d'Oslo 1 et 2, il ne peut être question pour l'un ou l'autre de ces protagonistes de chercher à changer son statut. Alors on le sait que les Palestiniens... Oui, excusez-moi, mais moi je serais conduit à parler même non plus de résolution française, mais de résolution palestinienne, endossée, parrainée, maquillée par les autorités françaises. Alors, mais c'est véritablement la résolution palestinienne qu'ils ont pris à leur compte. Alors, il faudra voir quelles sont les nuances qu'il y a par rapport à la résolution palestinienne qui avait été présentée par la Jordanie à la fin décembre 2014. Et on sait la fin qui avait été réservée à cette résolution le 30 décembre 2014, lorsqu'elle n'avait pas atteint le quorum nécessaire pour être présentée au vote, puisqu'elle n'avait recueilli que 8 votes sur 15, ce qui avait permis aux États-Unis de ne pas avoir à exercer leur veto. Maintenant, il se trouve que Abbas a déclaré à Fabius hier à Ramallah, dans la capitale palestinienne, enfin, la capitale des territoires sous administration palestinienne, que les Palestiniens donneraient leur accord à une résolution française si elle contient, cette résolution, une référence explicite à ce que les Palestiniens appellent les frontières de 67, qui, rappelons-le ici, ne sont en rien et n'ont jamais été en rien des frontières politiques, mais seulement une ligne de démarcation née d'un cessez-le-feu. Première recommandation ou exigence palestinienne. La deuxième, c'est qu'il faudrait une référence explicite à Jérusalem, capitale de la Palestine, et également encadrer toutes ces négociations dans un cadre temporel contraignant de 18 à 24 mois maximum pour mettre un terme à ce que les Palestiniens, avec du reste une grande partie de la communauté internationale, appellent l'occupation israélienne de la Judée et de la Samarie. Et il se trouve que ce sont 3 conditions que les Israéliens refusent. Bien, alors... il ne s'agit rien de moins dans la résolution française qu'une tentative d'effacer les effets de la guerre des 6 jours, faire en sorte que cette guerre des 6 jours et ses effets n'ont jamais eu lieu, d'effacer complètement la déroute arabe et la libération de la Judée-Samarie par Israël et la réunification de Jérusalem. C'est également un pied de nez fait à la mère de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, qui est la résolution 242, qui dit très clairement qu'il faut donner à Israël des frontières sûres et reconnues. Sûres et reconnues. Il est évident qu'un retour d'Israël aux lignes de démarcation de 67, qui correspondent à celles de 1949, soit quelques mois seulement après la guerre d'indépendance d'Israël, ne sont pas des frontières sûres et défendables. Et donc Israël ne peut pas souscrire à cette volonté d'imposer à Israël des frontières qui placeraient Israël en danger de mort et à tout changement qui interviendrait en Judée-Samarie. La résolution 242 indique très explicitement qu'Israël devra abandonner des territoires, se retirer de territoires et pas des territoires. C'est extrêmement important, de manière à garantir à Israël des frontières sûres et reconnues. Eh bien, la résolution française n'est rien d'autre que la négation de l'esprit même de la 242.
Bien sûr que les Français cherchent à prendre la place des États-Unis. On se rappellera quand même que c'était l'année dernière, lorsque les pourparlers de paix entre les Israéliens et les Palestiniens ont fait chou blanc à cause de l'initiative prise par les Palestiniens de composer un gouvernement d'union nationale avec le Hamas, qui est une organisation terroriste pour tout le monde. Et donc les Israéliens avaient estimé qu'il n'y avait pas de raison de continuer une quelconque discussion, puisqu'il n'était pas question pour eux de discuter avec le Hamas. Alors Fabius a beau jeu de dire oui, il faut tenir compte des intérêts sécuritaires d'Israël, mais il ne s'agit pas que de la sécurité, il s'agit des droits d'Israël. Et on n'insiste pas assez sur ces droits d'Israël sur des territoires qui, rappelons-le, ne sont pas occupés au titre du droit international, quoi qu'on en dise et quoi qu'on le répète, mais qui sont des territoires disputés qui ressortissent au registre d'un vide juridique que rien ni personne n'est venu dire jusque à ce jour. Alors les Israéliens disent, de façon très claire, parce qu'on a eu le sentiment d'assister à un véritable dialogue de sourds entre le Premier ministre israélien d'une part et le ministre des Affaires étrangères français de l'autre, c'est de dire nous ne l'accepterons pas un diktat international qui, en fait, enlèverait aux Israéliens le premier bénéfice du sionisme, c'est-à-dire de redonner aux Juifs la maîtrise de leur destin et empêcher de voir une décision qui concerne le devenir de chacun des Juifs là-bas retomber dans les mains des puissances étrangères qui imposeraient à Israël la manière dont ils doivent envisager leur avenir. C'est tout à fait inacceptable, et il est évident que des positions pareilles ne font pas du tout avancer le principe de la paix, mais au contraire renforcent les Palestiniens dans leur posture maximaliste et leur laissent entendre qu'ils n'ont rien à concéder et qu'en faisant pression sur Israël, on arrivera finalement à leur offrir un État sur un plateau d'argent. Bien, je crois que la démarche de Laurent Fabius peut être qualifiée pour le moins de maladroite, puisqu'avant d'arriver en Israël, il a déclaré que c'était la poursuite de la construction des colonies, comme il dit, en Cisjordanie, qui faisaient reculer les espoirs de paix. Il a remis la responsabilité des échecs de négociation sur les épaules d'Israël, en exonérant une fois de plus le côté palestinien. Et même s'il a déclaré en préambule, je cite, « Il faut que la sécurité d'Israël soit assurée complètement », c'est tout à fait essentiel, mais il a dit immédiatement, il a ajouté immédiatement, je cite, « Il faut en même temps que les droits des Palestiniens soient reconnus, parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. » Et de ce point de vue-là, quand la colonisation avance, la solution des deux États recule. Vous pensez que c'était évidemment pour mettre Bibi Netanyahou en position de faire des concessions et d'admettre la position française présentée comme neutre, impartiale, comme un honnête trader entre les deux positions. Donc je crois que de ce point de vue, il a été encore une fois de plus très très maladroit, mais il a laissé paraître évidemment le fond de la pensée de la position française. Mais on tourne toujours en rond. Je veux dire, on revient toujours avec la même solution dont on sait qu'elle ne peut pas apporter de solution à ce problème puisqu'elle met la pression sur Israël et non pas sur les Palestiniens. Il ne se trouve aucune chancellerie internationale sérieuse qui soit venue dire aux Palestiniens, bien écoutez, ça fait 20 ans que vous discutez avec les Israéliens, ça fait 20 ans que vous demandez le retour des réfugiés ailleurs qu'en Palestine, c'est-à-dire le droit, ce que vous appelez le droit de ce que vous appelez les réfugiés en Israël, ce qui noierait Israël sous un flot théorique de réfugiés musulmans et qui cesserait de faire d'Israël un État, l'État-nation du peuple juif. Personne ne leur a dit aux Palestiniens abandonnez cette revendication. Personne n'a dit aux Palestiniens vous n'aurez pas de solution politique à vos aspirations ou à vos droits tout le temps que vous ne reconnaissez pas que symétriquement à la reconnaissance des droits des Palestiniens à un État, vous ne reconnaissez pas que Israël est l'État-nation du peuple juif. On dit au contraire aux Israéliens, c'est une revendication tout à fait exagérée qui empêche l'émergence d'une solution politique. Or, c'est l'esprit même
de la solution 2 États pour 2 peuples. Lorsqu'on dit une solution à 2 États, bien sûr qu'on pourrait dire aux Palestiniens, exonérer les Palestiniens du devoir de reconnaître qu'Israël est l'État-nation du peuple juif. Mais du moment qu'on ajoute la proposition pour 2 peuples, ça veut dire que l'un des 2 peuples est le peuple juif et qu'il faut reconnaître le droit à la souveraineté du peuple juif dans l'État-nation d'Israël. C'est ça la véritable pomme de discorde. Et les Palestiniens, à cette revendication parfaitement légitime et symétrique des Israéliens, eh bien, ils disent, il n'en est pas question. Nous ne pouvons pas reconnaître qu'Israël est l'État-nation du peuple juif. Eh bien, tout le temps qu'il y a ce refus de reconnaissance, de quoi parle-t-on ? On parle uniquement de la dimension territoriale du conflit, en faisant l'impasse sur l'essence même du conflit, qui est le refus de reconnaître que Israël, c'est l'État-nation du peuple juif en vertu de droits historiques et politiques. Et tout le temps qu'il n'y a personne pour faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils reconnaissent cela, eh bien, il n'y a pas d'avancée et on va se heurter immanquablement au refus des Israéliens. C'est bien normal, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils reconnaissent le droit à un État palestinien si symétriquement les Palestiniens ne reconnaissent pas qu'Israël est l'État-nation du peuple juif, ce qui en termes politiques revient pour les Palestiniens à abandonner cette revendication du retour des réfugiés. Et donc on tourne en rond, on fait pression sur les Israéliens en faisant passer la dimension territoriale du conflit pour l'essentiel du conflit, alors que c'est une conséquence du conflit. Le problème l'essence même du conflit est liée au refus des Palestiniens de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif dans quelque frontière que ce soit. C'est ça l'essence du conflit et personne n'en parle et personne, d'ailleurs, Fabius a dit hier la solution à 2 États. Il a oublié de compléter la solution à 2 États pour 2 peuples. Du moment qu'on dit pour 2 peuples, eh bien ça fait peser sur les Palestiniens l'obligation dans laquelle ils devraient en principe se trouver de reconnaître que Israël c'est l'État-nation du peuple juif et que les Palestiniens devront en passer par cette reconnaissance. Personne ne le dit. Pourquoi personne ne le dit ? Pour faire peser la pression sur Israël en donnant de ce conflit une représentation totalement faussée et réductrice en disant que ce conflit il est essentiellement territorial. Il est ça, à la marge, nous ne cessons de le répéter ici, mais il est bien autre chose en amont. Et personne ne veut l'entendre. Personne ne veut même convoyer la formule 2 États pour 2 peuples. Et c'est très important, les mots, c'est très important la sémantique. Il convient de dire qu'il ne peut pas y avoir de solution à 2 États. Il ne peut y avoir de solution à 2 États que pour 2 peuples. Oui, je crois que c'est ce que nous répétons depuis plus de 15 ans maintenant. Oui, en effet. À force de le répéter, on va nous taxer de radotage. Et moi, ce que je crains, c'est cette ambiance d'amnésie générale qui fait oublier les termes mêmes de la résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël et qui a recréé l'État d'Israël et qu'on fait fi évidemment de tout ce qui avait été négocié à l'époque et accepté au sein des Nations Unies. Oui. Oui, c'est ça. On s'assoit sur 2 résolutions essentielles. Enfin, la première est moins essentielle parce que ça n'est pas elle qui a créé l'État d'Israël. C'est pas la résolution 181 puisque elle a été prise, elle a été votée non pas par le Conseil de sécurité qui fabrique du droit, mais par l'Assemblée générale. Et donc c'est une recommandation. Mais cette recommandation, que disait-elle, que stipulait-elle, il faut la création d'un État juif et d'un État arabe. Il n'était pas question en 1947, lors du vote de cette résolution 181, d'un État palestinien, mais d'un État arabe. Mais il était bien question déjà, et à quelques dizaines de reprises, d'un État juif. Bien. Et plus grave encore, c'est la négation de la 242 qui, je le répète, a été faite non pas pour contraindre ou amener les Israéliens à quitter des territoires qu'ils ont conquis lors de la guerre qui leur a été imposée en juin 1967, mais pour donner au contraire à Israël des frontières sûres et reconnues. C'est-à-dire que la 242 est une résolution favorable à Israël en ce qu'elle dit que Israël doit être pourvu de frontières sûres et reconnues. C'est essentiel, l'ordre des adjectifs, sûr et reconnu. Il est évident que ces frontières, avant juin 67, n'étaient pas sûres. Et donc, qu'il fallait, au lendemain de cette guerre des 6 jours, pallier cette lacune et donner à Israël ces fameuses frontières sûres et reconnues. On voudrait,
nier cette résolution 242 et dire à Israël, vous savez quoi, il faut remettre les pendules, non pas en 1967, non pas le 4 juin 67, mais il faudrait revenir en 1949. Revenir en 1949, alors que ce sont les Arabes eux-mêmes qui, lorsque sera négocié l'armistice, le cessez-le-feu, insisteront sur un point capital qu'ils ont l'envie aujourd'hui d'oublier, c'est que cette ligne de démarcation, cette ligne de cessez-le-feu n'est en rien une frontière politique qui préjugerait d'un accord politique à venir. Donc, c'est eux-mêmes qui insistaient sur le fait que cette ligne de démarcation ne pouvait pas être considérée comme une ligne politique. Et aujourd'hui, eh bien, on ne cesse de radoter cette formule qui est inventée de toutes pièces et on voudrait prendre un mensonge répété 1000 fois pour une vérité. Il n'y a pas de frontière en 1960. Il n'y avait pas de frontière qui précède la guerre des 6 jours. Il y avait une ligne de cessez-le-feu. Les Israéliens, on leur a imposé une guerre en juin 67. Ils ont conquis des territoires et il se trouve que ces territoires étaient sous occupation illégale de la Jordanie. Et évidemment, à partir du moment où ce n'était pas un État palestinien, on ne peut pas parler de colonisation, on ne peut même pas parler d'occupation, puisque les Jordaniens ont abandonné leur, entre guillemets, droit sur la Judée-Samarie en 88, droit qu'ils n'avaient pas, puisque leur occupation de 1949 à 1967 était illégale au regard du droit international. Voilà. Alors, voilà encore, je dirais, un exemple de radotage de l'équipe Fabius, puisqu'il a dit, depuis 40 ans, il y a eu parfois des négociations. Mais elles n'ont jamais abouti. Donc, il faut sans doute réfléchir à un certain nombre d'adaptations dans la méthode. Ce n'est certainement pas un problème de méthode, vous l'avez clairement présenté à l'instant. Et donc, Fabius a proposé samedi, à la Ligue arabe aussi, qui siège au Caire, la création d'un comité international de soutien aux négociations qui comprenne, tenez-vous bien, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, des représentants de l'Union européenne et des pays arabes. Alors, c'est la formule magique qui avait été mise en œuvre pour les négociations nucléaires avec l'Iran, puisqu'il y a les 5+1 plus les États-Unis. Et il pense qu'avec cette méthode, il a trouvé la martingale permettant de sauver la mise. Mais il est même quand même, il voudrait aboutir à une résolution des Nations Unies en essayant de penser que cette résolution ne rencontre pas un veto, le veto des États-Unis. C'est pour ça qu'il est très confiant dans la distension des liens entre les États-Unis et Israël, qui, dans le passé, de façon systématique, soutenait et votait contre les résolutions qui étaient défavorables à Israël. Donc, je crois que dans cette approche, une fois de plus, la France a tout faux, malgré ses airs de maître d'école, de détenteur de la logique, de la pensée, de la vérité, et que ce voyage qu'il aura fait n'aura certainement pas avancé d'un iota vers une solution de ce conflit. Au contraire, plus on radote les mauvaises solutions à ce conflit, plus on renforce les Palestiniens dans leur posture maximaliste, puisqu'on ne leur fait peser aucune responsabilité. On leur laisse entendre qu'ils n'ont rien à faire, sinon à attendre le résultat de la pression que la communauté internationale va exercer sur Israël, jusqu'au moment où Israël va hisser le drapeau blanc et va leur faire les concessions politiques, sans contraindre les Palestiniens à reconnaître, à faire la paix avec Israël avant d'avoir un État. Non, il s'agit de donner un État aux Palestiniens et puis de faire la paix après, ce qui est absurde. Et donc, on est en train ici de créer les conditions pour pérenniser le conflit au lieu de le solutionner. On voit bien, ce sont des fausses solutions. Alors, Fabius s'est défendu du terme de dictat. Il a dit le mot dictat ne fait pas partie du dictionnaire de la diplomatie française. Peut-être le mot dictat n'en fait-il pas partie. Il a peut-être oublié. Mais en tout cas, il y a un mot qui fait partie de la diplomatie française, c'est l'arrogance et l'ignorance. Ça, c'est absolument sûr. Le véritable problème, le véritable point n'est pas lié à cet activisme français, évidemment. La véritable question, et nous revenons toujours à ce même point, c'est le point de savoir ce que feront les États-Unis.
bien évidemment. Alors, il y a cette inconnue que laisse peser, ou cette incertitude que fait peser l'administration américaine sur la décision qu'elle pourrait prendre si une telle résolution était présentée au Conseil de sécurité. Mais il est évident que tout dépendra de cela. Est-ce que les Américains, oui ou non, exerceront leur droit de veto pour repousser cette énième résolution qui fait fi des droits historique d'Israël sur les territoires disputés et en même temps sur ses exigences liées à ses besoins sécuritaires. La vraie question, elle est là. Que feront les États-Unis ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un énorme marchandage en vue où on échangerait le silence d'Israël sur la question iranienne ? Puisqu'on semble avoir invité Benjamin Netanyahou à Washington juste après la signature d'un accord avec l'Iran, mais avant qu'il ne soit discuté au Congrès, c'est-à-dire échanger l'acquiescement d'Israël à cet accord avec l'Iran contre la certitude que les États-Unis exerceront leur veto sur la question palestinienne. La question mérite d'être posée. Est-ce qu'il n'y a pas là un marchandage monstrueux qui est mis en place par les États-Unis et qui contraindrait Israël à en passer par les exigences américaines quant au silence des Israéliens sur les critiques légitimes qu'ils apportent quant à l'accord avec l'Iran, contre ce dont Israël avait toujours bénéficié jusqu'à présent, un soutien diplomatique des États-Unis auprès du Conseil de sécurité. La vraie question, elle est là. Cette résolution française est la énième tentative de ce qu'on appelle improprement la communauté internationale pour faire peser la solution de ce conflit sur les seules épaules israéliennes. La question est de savoir, une fois de plus, si l'administration américaine participera à ce jeu ou bien si elle fera comprendre ou si elle rejettera cette énième tentative d'imposer à Israël une solution qui questionne son devenir, sa sécurité et son devenir, parce qu'il est évident que faire des concessions territoriales en Judée-Samarie, avant qu'il y ait une reconnaissance d'Israël pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'État-nation du peuple juif, par les Palestiniens, c'est faire peser une incertitude sur le devenir de cette région, puisqu'elle est fortement demandée par le Hamas, et que demain on pourrait avoir le Fatah qui est bouté en dehors de cette Judée-Samarie, et le Hamas qui prendrait pied là avec tous les dangers sécuritaires que l'on peut imaginer. Voilà, il est 17h30 dans exactement une vingtaine de secondes, donc on s'arrête ici. Gérard, on se retrouve dans 2 minutes pour la suite de Chercher l'erreur. À tout à l'heure. Bienvenue à la brasserie Royal 105, cuisine créative et goûteuse. Le coup de cœur du centre de Bruxelles. Royal 105, sa terrasse chauffée et un accueil exceptionnel. Royal 105, ouvert 7 jours sur 7. 103, rue de Flandre, à 1000 Bruxelles. Parking aisé. Téléphone 02 217 85 00. La Toussaint. 270 € tout compris, vos vacances d'été en Israël, El Al vous les offre au prix d'hiver. Réservez et payez maintenant. Pour plus d'infos, contactez votre agence de voyage ou El Al. Offre soumise à condition. Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Judaïka et voici les titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. Israël et le groupe armé palestinien ont commis de possibles crimes de guerre lors du conflit à Gaza en 2014, estime un rapport d'enquête des Nations Unies publié aujourd'hui. Nous en parlerons dans le journal avec notre analyste Isaac Franco. La Grande-Bretagne a appelé l'Iran à faire preuve de flexibilité pour parvenir à un accord sur son programme nucléaire. L'Allemagne a quant à elle souligné que les discussions préparatoires avaient fait surgir des obstacles. Les négociations entre la Grèce et ses créanciers entrent dans leur dernière ligne droite à Bruxelles pour éviter un défaut de paiement au pays avec une série de réunions marathon. Et enfin chez nous, les inspecteurs aéroportuaires ont mené une action ludique lundi dans le hall d'entrée de Brussels Airport afin d'interpeller la ministre de la Mobilité Jacqueline Galland. Ils souhaitent obtenir plus de clarté sur leur statut et leurs tâches. C'est tout pour les titres, on se retrouve à 18h pour le journal et tout de suite c'est la suite de Chercher l'erreur sur Judaïka. Oui, alors Isaac nous disait il y a quelques instants que la présence du Hamas est déjà quelque chose d'inquiétant en soi. Si le Hamas prend pied en Judée-Samarie,
quelque chose qui devient véritablement plus qu'inquiétant. C'est dramatique. Or, l'on sait déjà que le Hamas a déjà pris pied en Judée-Samarie. J'en veux pour preuve l'attentat qui s'est déroulé à côté de Ramallah, à Dolev, où un autostoppeur, un randonneur israélien a été assassiné froidement et son camarade blessé très grièvement dans sa voiture par un Palestinien qui se revendiquait du Hamas. L'attentat a été revendiqué par le Hamas, puis par le djihad islamique. Ils sont là déjà. On l'a déjà vu que dans les élections des universités, il avait acquis déjà la majorité au sein du conseil universitaire de l'université de Birzeit. Je crois que également il faut rappeler que c'est justement parce que il n'y a plus maintenant le soi-disant gouvernement d'unité nationale qui avait été annoncé avec les trompettes de Jéricho, si vous me permettez cette image, par Abbas, qui n'a jamais existé, qui n'a jamais fonctionné, dont les membres n'ont jamais pu mettre les pieds véritablement dans la bande de Gaza, et qui s'est délité il y a quelques jours. Mahmoud Abbas a annoncé officiellement la démission. Son Premier ministre a présenté sa démission. Donc il n'y a plus de gouvernement d'unité nationale. Donc avec qui négocier un accord si c'est uniquement ou choisir avec le Hamas ou choisir avec l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le Fatah. Et dans ce cas-là, la donne est complètement changée, encore une fois. Cette réalité changeante, mouvante, volatile, ne favorise pas non plus des possibles négociations, d'éventuelles négociations pour aboutir à quoi ? Parce que finalement, les territoires qui seraient remis à qui ? À l'autorité palestinienne, qui légalement n'existe plus, puisque Mahmoud Abbas, au bout d'un mandat de 4 ans, continue pendant 10 ans à exercer les prérogatives de chef d'État, au Hamas, qui lui, à la suite d'un coup d'État, a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, l'État islamique, enfin le djihad islamique, qui lui aussi revendique les actions terroristes dans la bande de Gaza, mais ailleurs. Rappelons également que les brigades Zedin al-Qassam de l'autorité palestinienne à Ramallah avaient également participé à la guerre, pendant la guerre de Gaza, en tirant sur les civils palestiniens. Il n'y a pas les modérés, les bons, les gentils, et puis les méchants Hamas de l'autre côté. Je crois qu'il faut tuer un petit peu tous ces clichés qui obscurcissent la vision globale de la situation. Et dans ce cas d'espèce, il faut faire attention que l'environnement, au-delà de quelques frontières, soit garantie pour garantir une sécurité nécessaire et minimale de l'État d'Israël. Personne, absolument personne, ne peut garantir demain le calme en Judée-Samarie une fois que Tsahal n'y est plus, une fois que Israël ne s'occupe plus d'en assurer la sécurité. Personne n'a le pouvoir de dire que demain, la Judée-Samarie, si elle est abandonnée aux Palestiniens de l'autorité palestinienne pour en faire un État, personne ne dit en effet, comme vous le rappelez justement, ne tombera pas rapidement comme un fruit mûr dans le panier du Hamas. Ils l'ont fait à Gaza en 2007, ils peuvent parfaitement le faire demain en Judée-Samarie. Rappelons une chose quand même importante qu'on a tendance à oublier tant on a envie de légitimer Mahmoud Abbas, il n'existe que par la grâce des Israéliens. Il y a longtemps qu'il aurait cessé d'exister politiquement si les Israéliens ne lui donnent pas la visibilité et la représentativité qu'il a. Donc, du moment que les Israéliens ne sont plus en Judée-Samarie, tout laisse penser, ou tout, en tout cas, peut laisser penser que la Judée-Samarie tomberait rapidement dans l'escarcelle du Hamas, et on sait bien ce que il en ferait, le Hamas, de cette zone, exactement la même chose que ce qu'il a fait de la bande de Gaza, c'est-à-dire un pas de tir vers Israël. Alors si le danger posé par Gaza est circonscrit aux populations du Negev occidental, on peut imaginer ce qu'il en serait d'une présence du Hamas en Judée-Samarie, le Hamas qui tiendrait du haut des collines de Judée, la jugulaire qui rejoint Jérusalem à Tel Aviv, et tout le Gouche Dan, c'est-à-dire les 2 tiers de la population israélienne sous son feu. C'est absolument impensable. Et l'aéroport Ben Gurion. Et l'aéroport Ben Gurion, il suffirait d'une roquette tirée à moins d'1 mile de distance
surveillance de l'aéroport Ben Gourion pour que toutes les compagnies aériennes, on a eu la preuve en juillet, août de l'année dernière avec bordure protectrice, pour qu'on arrête de desservir l'escale israélienne, ce qui veut dire que ça garantirait l'isolement international d'Israël. Israël ne peut pas prendre ce risque, et ce que veut la communauté internationale, c'est contraindre Israël à prendre un risque qui est patent, qui est évident, et qui est d'autant plus évident depuis qu'il y a le printemps arabe qui a englouti la réalité libyenne, qui est en train d'engloutir et de faire disparaître littéralement la réalité syrienne et la réalité irakienne. La réalité yéménite. Donc c'est faire l'impasse sur la réalité régionale et de faire croire au monde et aux Israéliens, vous savez quoi, vous pouvez abandonner la Judée-Samarie au Fatah, parce que le Fatah est une représentation extrêmement solide de la société palestinienne. Ça n'est pas vrai. Et on demande à Israël de prendre des risques inouïs, sans garantie aucune, ou des garanties qui ne valent que le chiffon de papier sur lequel c'est inscrit. Rappelons une chose à cet égard. Il y a un pacte, le mémorandum de Varsovie ou de Prague, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'est de Varsovie, qui garantit les frontières et l'intégrité du territoire ukrainien. Ça a été signé en 1994. Par qui ? Par les États-Unis, par les Anglais, par les Russes. Et par les Ukrainiens, naturellement. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait de ça ? Il y a 20 ans de cela. Il y a 20 ans que la signature américaine et britannique est là pour garantir l'intégrité du territoire ukrainien. La Crimée a été avalée par les Russes. Qui va la leur reprendre ? Ça veut dire quoi, ce genre de garantie ? Ça ne veut strictement rien dire. Israël, sa sécurité dépend de l'État juif et de l'État juif seulement. Israël ne peut pas sous-traiter son avenir et jouer son avenir à la roulette. C'est impensable. Il faut d'abord qu'il y ait la paix avec les Palestiniens, que les Palestiniens fassent la paix avec Israël avant qu'ils ne reçoivent un État et non l'inverse. C'est cette évidence qu'il faut faire comprendre à la communauté internationale, et tout le temps qu'elle pense qu'il y a moyen de donner un État palestinien sans qu'ils en passent d'abord par la reconnaissance de l'État juif d'Israël, sont ceux qui vont créer les guerres de demain. Alors, en matière de garantie, rappelez-vous qu'on avait évoqué les garanties de l'ONU, puisque Mahmoud Abbas avait demandé un déploiement de forces internationales, tout en exigeant que parmi ces forces internationales ne figure aucune personne aucun de confession juive. Oui. Aucun circoncis. Voilà. Mais je crois que c'est valable pour les femmes aussi. Oui. Et bon, vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, où les forces de l'ONU, qui étaient là pour garantir la paix, notamment dans les frontières entre la Syrie et Israël, ont détalé comme des lapins, ont laissé l'armée syrienne libre et ses affidés Al-Nusra, avec ses affidés également de Daesh, qui se sont joints dans certains cas à ces forces, engloutir les populations, engloutir les forces syriennes, engloutir les aéroports militaires syriens sans que une quelconque défense ait pu avoir lieu. Donc voilà un petit peu. Donc Israël ne doit compter que sur lui. Et c'est certainement pas en se référant à des résolutions fumeuses comme celles que les Français sont en train de préparer, en tenant la plume des Palestiniens, que Israël pourrait avoir une quelconque sécurité. Oui. Je voudrais rappeler également que Mahmoud Abbas, dit le modéré, n'a pas jugé utile de condamner l'attentat d'Olev, dans lequel un jeune Israélien a été tué et son compagnon grièvement blessé. Il n'a pas jugé utile de condamner le meurtre d'un policier des frontières à Jérusalem hier à la porte de Damas par un terroriste palestinien qui l'a poignardé plusieurs fois au cou. Ce policier a réussi à riposter, à blesser grièvement son agresseur. Malheureusement, les deux, l'agressé et l'agresseur, sont à ce jour décédés. Mais Mahmoud Abbas ne s'est même pas fendu d'un communiqué regrettant les faits et condamnant ces faits complètement incroyables dans une perspective de négociation de paix. Mais pourquoi le ferait-il ? Puisque personne ne le contraint à condamner. Au contraire. Personne ne lui demande même. Mais non seulement ne le lui demande, mais va plus loin. Il n'y a qu'à prendre pour témoin de ce que nous disons ici le dernier rapport sur le terrorisme émis par le département d'État américain sur le terrorisme en 2014. Que dit ce rapport ?
D'abord, il insiste sur le fait qu'en 2014, l'Iran a continué d'être le soutien principal du terrorisme. Bien, ça n'empêche pas les Américains de discuter avec les Iraniens sur le programme nucléaire, c'est-à-dire que les Américains s'occupent de la main droite, mais ne veulent pas s'occuper de ce que fait la main gauche. Mais il y a aussi, dans ce rapport émis par le département d'État américain, eh bien, quelque chose qui minimise l'incitation à la haine contre Israël dans les territoires sous l'administration de l'autorité palestinienne et qui ignore complètement la glorification des terroristes par l'autorité palestinienne. Ça veut dire que l'incitation pour les Américains, l'incitation à la haine d'Israël et à la haine des Juifs par l'autorité palestinienne est, pour le département d'État américain, sporadique et marginale, alors qu'elle est en réalité systémique, c'est-à-dire institutionnalisée. C'est ça le problème. C'est qu'on vient de donner un blanc-seing, aux Palestiniens, on vient de minimiser l'incitation à la haine des Juifs, on vient de passer complètement sous silence la glorification des assassins de civils juifs. Pourquoi voudriez-vous alors qu'ils montent au créneau pour condamner les actes dont vous venez de parler ? Pourquoi voudriez-vous qu'ils changent de position ou qu'ils soient moins maximalistes quand personne n'a quelque chose à objecter sur la constitution de l'État projeté de Palestine, qui dit dans son article 1er que la Palestine sera l'État du peuple arabe palestinien, que l'islam est sa religion officielle et que pour avoir la nationalité palestinienne, il faut être arabe. Alors très bien, mais si c'est le cas, si personne n'a rien à objecter sur cette future constitution de l'État palestinien, qui dit clairement que l'islam sera la religion d'État, qu'il faut être arabe pour prétendre à la nationalité palestinienne. Que ne demande-t-on pas aux Palestiniens de reconnaître la symétrique, c'est-à-dire Israël est l'État-nation du peuple juif? Non, on dit aux Israéliens, vos exigences sont maximalistes et empêchent le retour des Palestiniens à la table des négociations. Ce qui est en réalité s'asseoir sur la formule qu'ils défendent eux-mêmes, qui est la solution à 2 États pour 2 peuples. Eh bien, c'est ça l'inconséquence, c'est ça l'incohérence. Et tout le temps qu'on nie cela, tout le temps qu'on ne fait pas droit à cette proposition essentielle à la solution à 2 États, eh bien, on ne fait que pérenniser la guerre, on ne fait que s'assurer des conditions pour que cette guerre n'en finisse pas. Mais je crois également, Isaac, qu'il y a en arrière-plan une idée qui est sous-jacente dans l'esprit des Occidentaux, notamment, c'est qu'on n'exige pas de l'État palestinien qu'il soit démocratique. Il sera arabe, mais pas démocratique. Et personne n'a jamais dit qu'il serait démocratique. Or, on l'exige d'Israël d'avoir un État démocratique, et Israël dit démocratique et juif. Et les Occidentaux mettent en opposition les 2 termes. Si c'est un État juif, ce n'est plus un État démocratique. Et on pose la question, on questionne Israël de savoir quel sera le sort des non-juifs dans un État juif. Vous voyez un petit peu la subversion de pensée qui anime les 2 parties et qui font qu'Israël se trouve dans la difficulté. Absolument. Mais qui va décréer, si je puis me permettre ce barbarisme, l'État palestinien une fois qu'on se sera aperçu qu'il n'est pas un État démocratique? Qui va mettre fin à cette création ou revenir en arrière de la création d'un État palestinien une fois qu'on s'apercevra qu'il n'est pas démilitarisé? Évidemment qu'on s'en lavera les mains, ce sera fini. Ce sera fini et ce sera aux Israéliens à se débrouiller avec cette réalité qui aura été créée, qui menace son existence. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans le discours des chancelleries internationales, qu'a relayé d'ailleurs une nouvelle fois Fabius lorsqu'il était en visite dans la capitale israélienne, Jérusalem, c'est de dire que le statu quo fabrique les conditions de la guerre prochaine. C'est le contraire. C'est de dire que le statu quo va fabriquer de la guerre. C'est de répéter ce danger-là qui est le danger. Il n'y a pas de danger. C'est un conflit de dimension mineure. C'est un conflit de très très basse intensité, alors que dans la région, il y a des conflits d'intensité infiniment plus importante. Il n'y a qu'à penser à la Syrie, il n'y a qu'à penser à l'Irak, au Yémen, à la Libye. Personne ne pense à cela, mais tout le monde vient au chevet de ce processus de paix moribond dont on dit qu'il doit être absolument ravivé sous menace d'un conflit régional. Mais qu'est-ce qu'on pense dans les chancelleries internationales à Paris, au Quai d'Orsay en particulier? Que de résoudre ce conflit
si tant est qu'il est solutionnable politiquement entre Israël et les Palestiniens, va éteindre les revendications de l'État islamique, va mettre un terme à leur barbarie, que du jour au lendemain, il va régner un ordre politique en Libye, que tout le monde fasse arranger au Yémen, que l'Irak va retrouver la paix. Mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité qui veut que pour Paris, le cœur du monde, le cœur de la paix du monde, c'est à Jérusalem, c'est entre Israël et les Palestiniens qu'elle se trouve. C'est absolument ridicule de convoyer ce message et cette fausse idée, eh bien que Israël détient les clés non seulement de la paix avec les Palestiniens, mais la paix du monde. Oui, mais vous savez bien, Isaac, qu'à l'ONU, on n'a jamais exigé d'un État qui prétende devenir membre des Nations Unies, excipe de sa démocratie, de règles démocratiques et de fonctionnement démocratique des règles démocratiques. Ça, c'est une chose qui est encore une lubie, une pensée, je dirais presque un fantasme. Et ça explique qu'il y a autant de pays arabes et musulmans qui font partie de l'ONU, qui se sont ligués pour constituer un lobby très important et très puissant, et qui fait que on ne fait plus la démocratie interne au sein des Nations Unies, hein, mais c'est plutôt en termes de démographie et de population que on considère pouvoir créer le droit international. C'est le nombre qui fait la loi et ce n'est pas la logique, et ce n'est pas non plus les principes. Voilà, c'est une chose qui mérite d'être soulignée. Bien sûr, à l'égard de cette encore institution. Une fois, tout dépendra de l'attitude des États-Unis. Est-ce que les États-Unis accepteront de marcher la tête en bas avec le reste de la communauté internationale, ou bien se commanderont-ils de marcher normalement avec leurs jambes? C'est ça la question centrale, elle est toujours là. Quelle sera l'attitude des États-Unis? Jusqu'à présent, elle était prévisible, elle était attendue, et jamais les Français n'auraient osé monter au créneau avec une résolution aussi inepte. S'ils n'avaient pas, eh bien, je ne veux pas dire un feu vert des Américains, mais en tout cas un feu orange, un feu clignotant, pour faire peser la pression sur les Israéliens et faire peser sur les Israéliens le risque que, en toute dernière extrémité, les Américains pourraient, eh bien, ne pas exercer leur veto pour s'opposer à une résolution qui menace les intérêts, qui ignore les droits des Israéliens d'abord et qui menace sa sécurité. Bien, cette résolution mortifère, on va la mettre un petit peu au deep freezer pour l'instant. En espérant qu'elle y reste encore longtemps. Et moi, je vous invite à faire un petit parcours avec la flottille de Gaza, une nouvelle flottille qui prétend forcer le blocus israélo-égyptien pour empêcher l'accès à Gaza. Empêcher l'accès, pourquoi? Pour éviter la livraison d'armes, bien entendu. C'est pas pour empêcher les touristes, c'est pas pour empêcher les humanitaires non plus, parce que les soi-disant humanitaires, on se rappelle de ceux du Mavi Marmara, n'avaient finalement aucune motivation humanitaire qui soit. Ils voulaient simplement se confronter à l'armée israélienne et ils voulaient tenter le coup de force. Dans cette nouvelle flottille, figurez-vous qu'il y a un nouveau membre de la Knesset, le député Gattas, et qui est un arabe chrétien et qui veut reprendre le flambeau de Zohabi, qui avait participé à l'expédition du Mavi Marmara, et qui lui se prétend arriver à Gaza, je dirais, dans un bateau chargé, je cite entre guillemets, de panneaux solaires et de fournitures médicales. Ces panneaux solaires pourraient aussi bien transiter par Ashdod et parvenir, parce qu'Israël fait une centaine de convois par jour depuis son port d'Ashdod, notamment pour acheminer ce qui peut être considéré comme nécessaire à la reconstruction de Gaza. Et lorsqu'il nous dit, les activistes ont confié à Al Jazeera qu'ils n'avaient une politique stricte de non-violence, mais que si les Israéliens essayent la force, ils vont tirer. Donc voilà une conception pour le moins curieuse de la part de la non-violence, d'humanitaire non violent. Et je crois que ce qui est déjà prévisible, c'est qu'Israël va laisser partir ce membre de la Knesset, alors qu'il va partir par les procédures habituelles, par Ben Gurion, pour rejoindre ce voilier qui navigue maintenant entre la Grèce, la Crète et Gaza. Et je crois que malheureusement, Israël ne fait preuve d'aucune contrainte pour empêcher un activiste jugé dangereux, quand même, ne serait-ce que par les propos qu'il tient, de rejoindre une flottille de pirates.
Il n'est pas certain d'abord que ce navire ou cette petite flottille à laquelle ce navire appartient atteigne ou se rapproche suffisamment des côtes israéliennes. Beaucoup de choses peuvent se passer dans les jours à venir pour faire comprendre au gouvernement des pays dont dépendent de ces navires que ça n'est pas de leur intérêt de les laisser s'approcher, parce que rappelons-le quand même, le blocus de Gaza est légal. Et légal, ce qui veut dire qu'Israël a le droit, au regard du droit international, de l'imposer par la force de le faire si respecter. C'est nécessaire. Mais l'ambition de ces gens-là, de ces prétendus activistes, ne sont bien évidemment pas des considérations humanitaires, mais c'est de contribuer à focaliser l'intérêt de la communauté internationale sur Israël et de la distraire des vrais problèmes qui la touchent. C'est-à-dire ceux dont nous parlions tout à l'heure, la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Irak, tout ce que vous voulez. Et de s'occuper de quelques gugus qui se trouvent au milieu de la mer, dans leur petit voilier. C'est de continuer d'instruire le procès permanent d'Israël, et tout est bon pour cela, parce que le monde en redemande. Et c'est ça, en amont, le problème. C'est que le monde en redemande, il est gourmand de ce genre de récits, il est gourmand de ce genre d'accusations, parce qu'il répond à une obsession qui ne l'a jamais quitté, qui fait qu'on se sert de la prétendue question palestinienne pour continuer de parler d'une question qui n'a jamais cessé d'être et d'occuper les esprits, c'est la question juive. Et le refus du monde d'accepter ou de vivre, de somatiser, d'endosser une fois pour toutes le fait que les Juifs se soient réappropriés la maîtrise de leur destin. C'est ça le véritable problème. Si on avait à l'égard des Juifs et d'Israël le même regard d'indifférence que l'on porte sur les massacres en Syrie, mais qui s'occuperait de quelques gugus qui prennent la mer et qui cinglent vers Gaza? On s'en ficherait complètement. Mais non, il s'agit de titiller les Juifs. Il s'agit de voir si les Juifs oseront tirer, si les Juifs oseront user de la force pour faire respecter le droit. Non, c'est de cela dont il s'agit. C'est parce qu'il y a un blanc-seing, il y a l'autorisation qui est faite par le monde, à aller provoquer les Israéliens. Soyez assurés d'une chose, c'est que dans le New York Times, dans le Los Angeles Times, dans le Chicago Tribune, dans Le Monde, dans le Corriere della Sera, dans Le Monde, dans El País, on en fera les gros titres. On va pas titrer sur tel attentat terroriste qui a fait 117 morts, je ne sais où, dans le monde musulman. Non, ça on s'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, on va dire, attention, il y a ce voilier qui s'approche des côtes de Gaza, la marine israélienne a menacé d'user de la force. Ça secoue dans les chaumières. Ça parle à tout le monde. C'est ça le véritable problème. C'est qu'on reste obsédé et on entretient cette obsession sur Israël. Alors, dans le monde, je dirais extérieur, je pense au Danemark. Oui. Où les récentes élections ont apporté une nette infléchissement de la situation politique. C'est le bloc de droite qui a clairement gagné les élections, ce qui a déjà provoqué le départ et la démission de l'ancien Premier ministre, mais qui va peut-être changer l'orientation générale de ce pays, qui jusqu'à maintenant avait été assez favorable aux thèses palestiniennes, qui était aussi favorable à l'immigration. On s'aperçoit qu'au Danemark, une poussée populaire commence à se faire jour pour réfléchir, pour refuser maintenant la migration importante, jugée trop importante dans On vous a perdu. Dans ce pays, migration évidemment de musulmans. C'est le cas également en Norvège. Oui, tout à fait, mais alors, c'est susceptible de changer cette coalition des partis de droite avec cette percée très spectaculaire du Parti populaire qui est devenu le deuxième parti du Danemark et qui a permis au bloc de droite de remporter 90 sièges au Parlement contre les 85 au bloc de gauche. Oui, ça peut changer quelque chose de significatif sur le plan de l'immigration. En effet, quant à Israël, j'en doute, tant le narratif palestinien a pollué les esprits de gauche comme de droite. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'analyse des élections danoises et de leurs résultats, c'est l'incompréhension qui accompagne le résultat de ce vote. C'est-à-dire, on s'est étonné que des pays aussi prospères
que les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves en particulier, le Danemark et la Norvège, comme vous venez de le dire, pouvaient voter pour des partis populistes alors que tout va bien, qu'il n'y a pas de chômage, que les comptes de la sécurité sociale sont en ordre, que tout va bien, qu'il y a des réserves considérables. Alors pourquoi diable votent-ils pour des partis populistes puisque leur bourse n'est pas en danger? Et c'est cette analyse qui m'a troublé. C'est de passer à côté de l'essentiel. Oui, ils vont bien financièrement. Oui, ils vont bien économiquement. Mais ils veulent préserver leur identité et ils sentent, à tort ou à raison, que cette immigration sans limite menace cette identité. J'ai même entendu sur France 2 dire il y a une crise d'identité au Danemark. Mais pas du tout. Il n'y a pas de crise d'identité au Danemark. Il y a la volonté exprimée par ce vote de préserver leur identité de toute menace qu'ils considèrent dangereuse pour cette même identité. Il n'y a pas de crise d'identité. Et donc, c'est de taxer de fascistes ou de populistes tout parti qui questionne ces tabous désormais inquestionnables que sont l'immigration et la place qui devrait être faite à un islam conquérant partout où il s'installe en Europe. Ça, c'est le vrai problème, à côté duquel on semble vouloir passer avec gourmandise. Non, on ne peut faire qu'une analyse marxiste, c'est-à-dire socio-économique. Il y a de la pauvreté, on peut comprendre qu'il y a un refus de l'immigration. S'il y a de la richesse, on ne le comprend pas. C'est absurde. Les Danois, les Suédois, les Norvégiens font comprendre qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit essentiellement de la défense ou de la préservation d'un modèle et d'une identité dont ils pressentent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais qui leur appartient en tant que peuple souverain, qu'ils pressentent être un danger. Voilà, c'est ça la véritable question, et on est passé naturellement à côté de ces considérants. Alors le dernier point peut-être, si nous avons suffisamment de temps, c'est pour vous parler un petit peu du livre que rédigé Michael Oren, ancien en représentant ambassadeur d'Israël à Washington, sur la politique d'Obama, la personnalité d'Obama et surtout comment il conçoit son amitié pour Israël. Et cela au travers de faits qui sont décrits. Il y a toute une série d'événements qui sont décrits, qui sont analysés. Ce bouquin va s'appeler Alai. Il va paraître la semaine prochaine et ce livre a fait suffisamment de bruit pour que l'ambassadeur Shapiro à Jérusalem émette des critiques et que le ministre Carlon, qui est le chef de groupe de Michael Oren, qui est le numéro 3 de Kulanu, fasse des excuses, présente des excuses à l'administration américaine, justement via cet ambassadeur Shapiro. Ceci porte évidemment des conséquences à la fois au sein du gouvernement de Netanyahou, où certains ont critiqué Michael Oren, d'autres l'ont soutenu. Parmi ceux qui l'ont critiqué, il y a Yair Lapid, il y a Victor Lieberman, qui n'est pas au gouvernement, il y a également Danny Ayalon, qui lui a défendu Oren et qui a dit il faut quand même dire les choses, on ne peut pas se laisser piétiner par l'administration Obama sous prétexte qu'il y a des désaccords peut-être personnels, d'ordre personnel, entre lui-même et Netanyahou. Je propose qu'on parle de cette question beaucoup plus en détail la semaine prochaine, parce qu'il nous reste 15 secondes. Je me bornerai à dire qu'on ne réparera pas les relations entre les États-Unis et Israël si on ne se base pas sur la vérité. Et ce que Oren a pointé du doigt, c'est la responsabilité de l'administration dans la détérioration de ces relations. Des relations. Voilà. On doit se quitter ici maintenant parce que c'est le grand journal avec notre ami Yannick qui est déjà en studio. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison. Voilà, bonne semaine à tous et merci. Au revoir.